aptitude à se reproduire, mais finalement, ça veut dire quoi? Finalement, ça veut dire une aptitude de la femelle à produire un ovocyte fécondable et l'aptitude du mâle à produire un spermatozoïde fécondant. Finalement, ça peut se résumer à ça. Mais en fait, le spermatozoïde réellement, il présente un intérêt particulier. Un intérêt particulier pour comprendre la reproduction. Pourquoi en fait il est intéressant d'étudier ce spermatozoïde? Si on a un bon spermatozoïde, ça veut tout simplement dire que l'intégrité anatomique est conservée et que le plein fonctionnement physiologique est aussi observé. Un autre intérêt, une autre caractéristique qui fait que le spermatozoïde est une cellule intéressante, nous avons représenté ici des cellules et là un spermatozoïde. Comme ça, il est très difficile de se prononcer sur la qualité des cellules qui se trouvent ici à gauche. On ne peut pas dire si elles sont vivantes, si elles sont mortes, si elles sont fonctionnelles ou pas fonctionnelles. Peut-être certaines cellules, comme celle-là qui a un tout petit noyau, on peut conclure que c'est une cellule qui n'est pas fonctionnelle, dans ce cas en particulier. Alors que pour ce qui est du spermatozoïde, ce n'est pas du tout le cas. On sait que le spermatozoïde bouge grâce à sa richesse en mitochondries dans sa pièce intermédiaire, qui est forcément liée à leur aptitude à métaboliser les sources énergétiques. Nous avons une cellule qui bouge. Entre l'arrêt, la réduction de la qualité de la mobilité et la mort, il y a tout un ensemble d'étapes pendant lesquelles on peut se rendre compte sur une anomalie quelconque qui serait révélatrice d'un dysfonctionnement, d'une intoxication, d'une malformation. Et donc c'est cela qui requiert, c'est cette aptitude à bouger, à montrer qu'il se porte bien, que le spermatozoïde est intéressant. Avec la connaissance et la maîtrise des mécanismes de physiologie de reproduction, les scientifiques se sont mis à manipuler le sperme. On peut dire développer des biotechnologies relatives à la semence pour un certain nombre d'espèces animales et même chez l'homme. On peut résumer cet ensemble d'activités autour du sperme en 4 étapes. Il faut collecter le sperme, il faut l'analyser, on peut le conserver et parfois on peut l'utiliser. On va développer rapidement ces 4 aspects. Une fois la collecte assurée, vient l'analyse. L'analyse des paramètres spermatiques. Et l'analyse, c'est vraiment l'étape la plus sensible. À l'issue de cette étape-là, on doit se prononcer sur la qualité du sperme. Il est bon, il est mauvais, il est moyen. Bien sûr, on mesure un certain nombre de paramètres. Le volume, la concentration, la morphologie des cellules, la viabilité des cellules, la mobilité, dans certains cas, les tests de fécondation et de fonctionnalité du spermatozoïde. Celles-là, on peut les classer comme étant des méthodes traditionnelles microscopiques. Parallèlement à ces méthodes-là, il y a eu un développement de nouvelles techniques qui permettent de mieux analyser le sperme en essayant d'être le plus objectif possible. La concentration, elle se mesure traditionnellement par des cellules de comptage, par spectrophotométrie. Les nouveaux outils consistent en l'utilisation de l'analyse informatique. On identifie par des logiciels les particules, on les compte et on donne avec exactitude la concentration spermatique. C'est plus rapide, c'est plus précis et c'est plus objectif. La morphologie consiste à dire si les spermatozoïdes sont normaux ou pas normaux. Le principe c'est simple, on a un spermatozoïde normal et on compare toutes les autres cellules. Ici nous avons représenté une panoplie d'anomalies spermatiques et donc à la fin on calcule
les pourcentages d'anomalies. La viabilité, c'est-à-dire dire si une cellule est vivante ou pas, c'est vrai que le spermatozoïde, quand il bouge, c'est sûr qu'il est vivant. Quand il s'arrête, ça ne veut pas dire qu'il est mort. Il peut s'arrêter de bouger tout en étant vivant. Et justement, ça a été un point important auquel les scientifiques se sont intéressés. Les anciennes techniques sont basées essentiellement sur des techniques de coloration, puis examen au microscope. Cette cellule est vivante et celle-là est morte. Les nouvelles approches, les plus évoluées, consistent à utiliser des molécules fluorescentes et puis, par des logiciels informatiques ou par cytométrie de flux, on arrive à calculer exactement le pourcentage de cellules vivantes. Simplement, aujourd'hui encore, il n'existe pas de technique objective, automatique, accessible, pas très chère, pour analyser la viabilité spermatique. Dans notre laboratoire, nous sommes partis vers une voie. On a essayé de voir est-ce que la spectrophotométrie ne pourrait pas être un bon outil d'évaluation de la viabilité. Justement, nous avons induit des changements morphologiques dans le spermatozoïde qui fait que les spermatozoïdes qui sont enroulés comme ça vers la fin, c'est des vivants, alors que ceux qui ne sont pas enroulés, ce sont des spermatozoïdes morts. Donc on s'est dit que la spectrophotométrie, certainement, pourrait détecter ces différences, chose que nous avons obtenue. Et ici, nous avons donc chose que nous avons obtenue avec donc des résultats qui nous permettent de dire oui, la spectrophotométrie pourrait être un bon outil d'évaluation de la viabilité. Mais probablement le paramètre le plus compliqué dans l'analyse du sperme, c'est la mobilité. Pourquoi en fait? Parce qu'on est obligé de se prononcer sur la qualité de centaines et de milliers de cellules en mouvement. Il y a un scientifique qui va vous dire c'est bon, l'autre il va vous dire c'est moyen, et ils n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord. Donc il fallait développer des outils automatiques et objectifs, chose qui a été faite avec, là aussi, l'analyse informatique. On est arrivé donc à identifier, à développer des logiciels qui identifient le spermatozoïde et qui le suivent dans son mouvement. Ça veut dire nous avons une distance, nous avons un temps, et ce sont les deux paramètres nécessaires pour calculer les différentes vitesses d'une manière très précise. La conservation du sperme, il y a deux grandes possibilités, si vous voulez, de stocker le sperme. Soit on le stocke par réfrigération, soit par congélation-décongélation. Réfrigération, la durée de conservation, ça dépend des espèces, c'est de quelques heures à quelques jours. La durée de conservation par congélation-décongélation dans l'azote liquide à moins 196 degrés, c'est des années de possibilité de conservation. L'utilisation du sperme, là aussi, peuvent être utilisées essentiellement dans deux domaines. Bien sûr, à part les situations où l'on va analyser pour comprendre dans des situations expérimentales et de recherche. C'est essentiellement l'insémination artificielle, donc ces deux techniques, c'est l'insémination artificielle, et ce sont les fécondations in vitro, les injections intracytoplasmiques de spermatozoïdes. C'est essentiellement donc les possibilités d'utilisation. Aujourd'hui, il est possible d'inséminer quasiment toutes les espèces animales, et bien sûr, ce sont des choses aussi qui se font chez l'homme. Là aussi, c'est un résultat intéressant. C'est les résultats de spermogrammes humains. C'est des analyses rétrospectives. Nous avons 1000 personnes à peu près. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit que les valeurs, c'est des concentrations en millions. On voit que les valeurs les plus basses sont observées pendant l'été.
Là aussi, c'est un résultat intéressant. C'est fait sur 5600 spermogrammes humains. Sur 10 ans de temps, nous voyons que la qualité du sperme diminue. Ce n'est pas très nouveau. Ça a été constaté à l'échelle internationale, où il est tout à fait admis aujourd'hui que sur les 50-60 dernières années, la qualité du sperme humain a diminué dramatiquement, surtout en relation avec la chimie, la pollution, le stress, le régime alimentaire. Donc il y a un certain nombre de facteurs qui font que la qualité du sperme humain ne fait que se dégrader. Justement, ce résultat-là, c'est celui sur la viabilité qu'on avait développé avant, sur la spectrophotométrie. Nous pouvons voir qu'au fur et à mesure qu'il y a une variation du taux de spermatozoïdes vivants, le spectrophotomètre est capable de détecter ces variations-là. C'est un outil donc qui peut être vraiment proposé pour mieux objectiver la mobilité spermatique. D'un point de vue plutôt fondamental, le spermatozoïde est un bon modèle pour le stress oxydatif, notamment pendant l'étape congélation-décongélation. Pendant cette étape-là, il y a tellement une dynamique moléculaire à l'échelle de la membrane cytoplasmique du spermatozoïde qui fait que c'est un bon modèle pour étudier l'effet protecteur de certaines substances antioxydatives. Il y a aussi un aspect sur lequel c'est très nouveau, donc ça fait quelques semaines on est parti sur cette voie-là, sur spermatozoïdes et diabète. On sait que le spermatozoïde bouge grâce à sa richesse en mitochondries dans sa pièce intermédiaire, qui est forcément liée à leur aptitude à métaboliser les sources énergétiques, lesquelles forcément, peut-être, je crois, à un moment pourraient être contribuées par des molécules agissant sur le métabolisme de glucose. C'est une voie très intéressante, bien sûr toujours en exploitant cette mobilité spermatique pour dire est-ce que ces substances-là ont un effet sur le métabolisme énergétique ou pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.